Pour Stéphane Lunga, une vision ou alors un état des lieux assez sombre lorsque l'on évoque cet aspect qui a abondamment aussi fait réagir le numéro 1 camerounais. Je parle là de cette réduction du train de vie de l'État, les choses de l'État. En quelques mots l'a évoqué, mais il est aussi revenu sur cet aspect lié qui est celui de la lutte contre la corruption en précisant qu'elle va s'en aller en s'intensifiant. Comment est-ce que c'est possible que, encore une fois, comme une malheureuse rhétorique, le chef de l'État soit obligé à chaque fois de revenir sur les mêmes problématiques les 31 décembre? C'est par là que j'allais commencer par dire que depuis que je suis conscient, c'est peut-être la 10e fois que le président de la République disait qu'il va intensifier la lutte contre la corruption. À un moment, on a l'impression que le président de la République veut se moquer de nous. Et j'ai l'habitude de dire que ceux qui pensent que le président de la République peut lutter contre la corruption se trompent. Vous ne pouvez pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est un système qui ne se nourrit que de la corruption. Oui. Le jour où le président de la République va décider de lutter contre la corruption, ça veut dire qu'il a décidé de perdre son pouvoir. Mais il y a quand même des institutions qui sont mises en place pour essayer de lutter contre cette corruption. J'en viens. On ne va pas les citer ici, tout le monde les connaît. Je ne vais pas faire une analyse juridique, moi je vais faire une analyse socio-politique. Oui. Le président est le président de tout au Cameroun. C'est pour ça qu'on dit même souvent qu'il est un Jupiter constitutionnel. C'est le président de la République qui est le vrai président de la CONAC. Prenez les textes qui créent la CONAC. Dès que vous lisez les textes qui créent la CONAC, vous vous rendez compte qu'en fait, M. Massigams est un pot de fleurs à la CONAC. Le vrai président de la CONAC, c'est son Excellence M. Paul Biya. Prenez le Consupé. Le vrai président du Consupé, c'est M. Paul Biya. Ça, il faut le dire. La justice même, alors, elle est contrôlée, la justice. Parce que dans un État, c'est pour ça que j'ai dit, je ne fais pas une analyse juridique, je fais une analyse socio-politique. Dans un État où les pouvoirs sont indépendants, dès que la CONAC a fait son rapport, on n'attend pas que le président déclenche une opération épervier. La justice récupère le rapport et se saisit des dossiers et poursuit les ministres qui sont incriminés. Pourquoi on doit toujours attendre que c'est le président qui dit qu'il va lutter intensément contre la corruption? Ça veut dire qu'à la fin, on se moque des Camerounais parce qu'en réalité, on ne peut pas lutter contre le système qui fait de nous le président. Ça veut dire qu'on n'a plus envie d'être président. Ça veut dire que le jour où le président va décider de rentrer au village, c'est à partir du jour-là qu'il va commencer à lutter contre la corruption. Quand j'ai fini de dire ça, j'ai envie de dire qu'on est dans un système où il faut également distinguer les deux types de corruption qui existent dans notre pays. On a ce qu'on appelle la grande corruption, qui est généralement pratiquée par nos ministres, et ça se traduit par un défaut de patriotisme parce que vous avez de l'argent et vous continuez à voler sans vous soucier des autres, parce que nos ministres volent comme des rats palmistes. Les rats palmistes sont dangereux. Je voudrais que vous soyez mesuré. Monsieur Melunga, je vais vous expliquer. Dites pas tous les ministres qui j'ai dit nos ministres, je n'ai cité personne. Oui, bon, la plupart des ministres du renouveau, non pas la plupart, certains. La plupart des ministres du renouveau volent comme des rats palmistes. Et les rats palmistes sont très dangereux parce qu'ils volent même ce qu'ils ne vont pas utiliser. Oui. Le rat palmiste vole le soutien, le cycliste, le caleçon, alors qu'il ne va pas utiliser ça. Alors que le chat, quand il vient voler, c'est son poisson. Quand il finit de manger, il part dormir. Mais nos ministres volent comme des rats palmistes. Ça veut dire que même ce qu'il ne faut pas voler, ils volent. Et pourquoi ils continuent donc à rester au pouvoir? Parce que justement, leur vol est utilisé à bon escient même lors des comment on appelle ça, lors des scrutins électoraux pour gagner des voix au village. Ce sont les mêmes ministres qui volent, qui sont des élites politiques dans nos villages. Les noms de ces ministres sont dans les rapports. Prenez le rapport 2011, vous allez voir un ministre qui nous fait les leçons de morale chaque jour. Que celui qui va faire ceci, je vais l'écraser. Son nom est dans le rapport, en noir sur blanc. On dit qu'il faut arrêter ce monsieur parce qu'il a volé. Mais il vous fait les leçons de morale. Et vous dites que le président va lutter contre la corruption alors qu'il a les rapports, il a les noms noirs sur blanc. Et c'est à cause de ça, ça c'est même une information que je donne, qu'on a demandé à la CONAC de ne plus citer nommément. Maintenant, mais M. XY a volé tel montant. Parce qu'avant, la CONAC citait les noms des ministres. Prenez le rapport 2011. Vous allez poser les mains sur la tête que M. ce ministre fait quoi en fonction? Il passe le temps à donner les leçons de morale. Il est en train de se reconnaître s'il nous écoute.
Et le président vous dit qu'il va lutter contre la corruption. J'ai envie de vous dire qu'il se trompe. Et je ne suis pas très d'accord avec le DP. Il a évoqué, il a parlé de la décentralisation, le principe de progressivité. Oui. C'est même un mot qu'il n'aime pas au Cameroun, la progressivité. J'ai envie de dire que le véritable problème du Cameroun, justement, c'est qu'on n'est même pas dans la décentralisation. On est dans l'hyperconcentration. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, on a l'une des plus mauvaises décentralisations au monde. Je vais vous expliquer pourquoi. La décentralisation fonctionne avec les principes. Le principe ou les deux principes clés de la décentralisation, c'est le principe de subsidiarité et le principe de concomitance. Au Cameroun, on se retrouve en train de transférer les compétences sans les moyens. Ça se fait dans quel monde entier? Ou bien ils bloquent, ils bloquent dans les moyens on transfère avec le fameux système des décrets d'application. Oui, c'est ça. Ça n'existe dans aucune décentralisation. Quand on transfère une compétence, ça doit s'accompagner des moyens. Oui. Mais on se retrouve encore en train de débattre des 15% des communes, des 17% des communes, et vous me parlez de décentralisation. J'ai envie de dire qu'arrêtez de tromper les gens. Mon feu avait l'habitude de dire qu'on peut tromper les gens pendant un moment, mais on ne peut pas les tromper tout le temps. Ouais. Il n'y a aucune décentralisation au Cameroun. Parce que la décentralisation voudrait que, si je dis que je vous transfère la compétence de l'eau, je vous transfère également les moyens pour que vous puissiez donner l'eau à votre population. Je prends un exemple. Dernièrement, le président a signé des textes qui transfèrent les compétences aux régions de gérer l'enseignement secondaire. Mais on n'a pas transféré les moyens. Mais on va vous dire que la compétence a été transférée. Comment je fais pour mettre une compétence en application alors que je n'ai pas les moyens? Et je sortirai donc en disant que on n'est pas en train de dire que sur le plan sécuritaire, le Cameroun va mal, mais on est en train de dire que c'est la mauvaise gouvernance qui nous conduit justement vers ce qu'on appelle un État. Comment ce politologue appelait encore ça? Vers ce qu'on appelle une paix négative. Parce que le Cameroun est en situation de paix négative. C'est justement Yoel Galtoum qui parlait de ça. Il disait qu'il y a deux types de paix. Et les gens confondent souvent. On pense que quand il n'y a pas la guerre dans un pays, ça veut dire que le pays est en paix. Non. Dans la paix négative, en fait, il y a tellement d'injustice sociale que n'importe quoi peut créer l'étincelle. Oui. Et c'est vers ça que le Cameroun est en train de tendre. Parce que vous allez remarquer aujourd'hui que il est difficile de manger, il est difficile de se loger, il est difficile de se soigner. Quand vous allez à l'école, vous avez l'impression que vous avez perdu le temps. Au Cameroun, vous êtes incapable même de trouver un emploi décent où on va vous payer régulièrement. Et quand bien même on vous paye, l'argent qu'on vous paye à la fin du mois ne vous permet pas de manger 2 fois par jour. Au Cameroun, 2 fois par jour. Je ne parle pas du tapioca et des arachides. Je parle de manger 2 fois par jour. Même un cadre A2 qui ne vole pas au Cameroun ne peut pas manger 2 fois par jour, ne peut pas envoyer sa maman à l'hôpital, ne peut pas construire un studio, ne peut pas prendre soin de 3 enfants et payer une maison de 50 000. Je dis un cadre A2 qui n'a pas d'avantage, qui ne vole pas, ne peut pas vivre avec son salaire au Cameroun. Ça nous fait donc aller vers ce que vous avez appelé l'impasse. Oui, on est en train d'aller vers l'impasse parce que la plupart des Camerounais sont fatigués de serrer la ceinture pendant qu'ils voient les ministres porter les bretelles. Merci.